Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes de podcast. Cette semaine, on va attaquer un peu de SF, mais pas trop. Un peu de film d'aventure, mais pas trop. Alors moi je me souviens, mais alors j'ai pas réussi à retrouver l'affiche. Vas-y Steph. Attends, tu me laisses même pas te présenter. Je suis avec Julien Dupuis. Bordel, ça y est, ça commence. Mais c'est les post-apocalyptes. L'inénarrable post-apocalyptique. Voilà, oh là là, ça va pas du tout. Ouais. Allez, regardez. L'inénarrable Julien Dupuis. Ouais. Voilà. Et on va parler d'Absolom 2022, donc. No Escape. De Martin Campbell. Voilà. Et tu voulais raconter en fait une mais oui, anecdote. alors j'ai pas réussi à retrouver la fiche. Mais c'est la jaquette, c'est sur la jaquette. C'était sur la jaquette, parce que moi je me souviens quand c'était ressorti, l'argument de vente du film c'était le seul film de science-fiction de l'année. Alors putain, je me dis oh là putain la misère. Ce qui était vrai en plus. Je me souviens, mais oui, c'était peut-être vrai. Mais je me rappelle très bien avoir vu ce truc-là. Je me dis oh là là, c'est triste quand même. Alors techniquement aux États-Unis non, puisqu'il y a eu cette sortie en 94, et il y a eu Stargate aussi, ça, mais bon, enfin voilà. C'est pour moi j'aime bien Stargate. C'est catastrophe. Voilà. Et alors pourquoi Absolom 2022 ? Alors mais j'en en fait, sais rien, putain, pourquoi on a fait ça ? Alors je vais te dire pourquoi. Mais pourquoi vous écoutez ? Il y a quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas, en fait, qui à un moment donné a suggéré une fois, il y a quelque temps, dans dans un commentaire quelque part, et je me suis dit ah ouais tiens, c'est un film que j'ai pas revu depuis 25 ans, parce que je l'ai vu une fois à l'époque. Moi aussi je l'avais vu en salle. Alors moi pas en salle, je l'avais vu en vidéo, je crois. Et en fait, je ne l'ai jamais revu. Et du coup, on l'a revu là pour. Et puis tu t'es dit, Dupuis, on leur refile toutes les merdes là. Non, Dupuis, il aime bien la SF, tu vois. Et Dupuis, il aime bien la bagarre. Dupuis, il aime bien le film d'aventure, tu vois. Donc on va faire ça avec Dupuis, quoi. On va appeler Dupuis. Et du coup, on l'a revu. Et alors, t'as aimé, toi ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors moi, Stéphane, en fait, moi, j'ai un gros problème. En fait, il va être très étrange cet épisode, je pense, parce qu'en fait. Tu t'es endormi. Non, mais disons que Martin Campbell, c'est pas le Montréal préféré. Et je pense que en fait, si Rafik nous écoute, par exemple, il nous aurait dit mais pourquoi on fait pas le masque de Zorro, tu vois, parce que lui, je sais qu'il aime beaucoup. Oui, mais il faut le revoir. Donc voilà, donc on verra peut-être un jour. Mais puis trop de Martin Campbell, tue le Martin Campbell, voilà. Ouais. En attendant, c'est quand même son premier vrai film d'action en fait, et quelque part presque un galop d'essai vers les blockbusters qu'il va faire. Et tout de suite après, il fera GoldenEye, et tout de suite après, il fera le masque de Zorro. Donc quand il fait ce film-là, en fait. Il est sur la pente ascendante, on va dire. Et puis c'est presque ce qui est étonnant quand tu vois le film. Voilà, une bande démo en fait pour ses capacités de réal d'action. Exactement. Et puis il avait fait avant parce que c'est produit le vrai truc en fait de Absolom 2022, c'est que c'est produit par Gale Hurd et ils s'étaient déjà rencontrés. Enfin, en tout cas, ils avaient déjà travaillé ensemble pour un téléfilm HBO. D'accord. Tu te souviens de ça, non ? Non. Détective Lovecraft, un truc comme ça, ça s'appelait. Oui, moi, je m'en souviens parce qu'il y avait des effets spéciaux de Tony Gardner avec des man in suit, tout ça. Et en plus, on avait parlé dans Mad et tout à l'époque où je lisais Mad. Ah ouais, ils en avaient pas parlé. Forcément, ils en avaient parlé. C'était sorti en vidéo directement. Et en du coup, je l'avais maté en vidéo, effectivement. Et du coup, il avait fait ça et tout. Mais c'est vrai que c'était un mec qui n'était pas du tout encore identifié, en fait, Martin Campbell. C'était pas un réalisateur de blockbuster. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était. D'ailleurs, Absolom 2022 n'est pas un blockbuster. C'est pas vraiment un blockbuster, mais c'est un film qui a coûté quand même un petit peu d'argent, mais qui a été plutôt habilement produit pour justement optimiser son pognon. Par exemple, Gale Hurd, il y a Gale Hurd, et ça fait partie quand même des atouts du film, parce que le film a quand même quelques atouts. C'est qu'il avait été tourné en Australie, dans la jungle australienne, à une époque où ça ne se faisait absolument pas. Et ils étaient allés tourner là-bas, si mes souvenirs sont bons, pour faire des économies en fait sur le budget, parce que c'était beaucoup moins cher que d'aller tourner à Hawaï où ils tournaient à l'époque, quoi. Deux choses. Oui. Gale Hurd. Oui. C'est qui ? Faut la présenter quand même, parce que même les gens, normalement les cinéphiles savent qui c'est, mais quand même, tu vois. Je sais pas. Grande productrice. Voilà, ex-femme à l'époque déjà de James Cameron. Ouais, mais grande productrice. Voilà, qui a quand même produit quelques petits films pas très connus comme Terminator. Aliens, effectivement. Qui sont des... Armageddon depuis, parce qu'il faut toujours citer Armageddon, si on peut. C'est surtout Hulk aussi. Elle a porté ce projet-là pendant très très longtemps, à une époque où les films... Avec plusieurs versions différentes. À une époque où les films de comics n'étaient pas du tout une évidence. Et y compris dans les années 90, ça fait partie des projets sur lesquels elle était attachée pendant longtemps. Et c'est vrai que Gale Hurd, en plus, elle a été un petit peu dans l'ombre de Cameron, quand même, mine de rien, parce que même si elle a une belle
carrière de productrice après son divorce et après qu'ils aient arrêté de travailler ensemble, les titres pour lesquels on se souvient d'elle, ça reste quand même les titres qu'elle a fait avec Cameron. Après, et c'est des vrais, juste terminer là-dessus, c'est des vrais sacrée prouesse de production. C'est-à-dire que réussir à produire dans ces conditions-là un Aliens le retour, un Terminator et tout, ou Abyss, c'est énorme en fait. C'est énorme ce qu'elle a réussi à faire. Il y a une vraie conjonction des talents là-dedans parce que le truc c'est que j'allais dire, c'est vrai qu'on la connaît pour ses films avec Cameron, mais elle a beaucoup travaillé avec ses maris successifs. Elle a produit De Palma quand ils étaient ensemble sur L'Esprit de Caïn. Elle a été avec Jonathan Hensleigh, qui est un scénariste et qui est devenu un réalisateur aussi, où elle est peut-être toujours avec d'ailleurs, mais en fait elle a produit ses films à lui aussi, notamment Le Punisher, la seconde adaptation du Punisher au cinéma. Voilà, c'est très mauvais, mais peu importe, tu vois, elle était dessus quoi. Et en fait, elle ne vit plus avec lui, tu vois, je suis en train de regarder. Ah si, elle est encore avec lui. Bah, voilà, mais elle a 4 maris, tu te rends compte. C'est plus stéroïde, c'est voici quoi. Ouais. Bref, mais justement sortons de cette logique-là en fait, parce que ce n'est pas La Femme 2 justement, Galanord. C'est ça qu'il faut vraiment prendre aussi en considération et pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que je pense que Cameron vraiment n'aurait pas pu faire Terminator de cette manière-là, avec cette efficacité-là, malgré la qualité de son scénario, malgré son talent à lui, si en fait il n'y avait pas cette personnalité derrière en fait pour l'aider à produire le film et en faire le truc le plus système 2 le plus efficace. Je pense qu'il suffit de voir une interview de Galanord pour comprendre la nana en fait. C'est-à-dire que tu sens que c'est une nana qui est cash, qui est ultra carrée. Et qui est un peu... Cameron me donne la même impression, d'ailleurs, c'est des personnalités, quand tu les vois, tu as l'impression que leur cerveau, mais il fonctionne à 500 km/h, quoi. Mais ça file, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Et elle, en plus, elle a pas de problème à avoir... je crois que c'était une interview dans Variety où elle avait dit ça. Elle dit, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on m'appelle une salope, quoi, sur les plateaux et tout. Elle a ce truc, elle est à la fois hyper élégante. Et ça aussi, c'est très étonnant. Enfin, quand tu vois les coulisses, notamment de ses premiers films, où elle travaille quand même dans des conditions de misère totale. Et Dieu sait, enfin, pour peu que tu connaisses un tournage, en particulier un tournage comme celui de Terminator, notamment, qui est tourné des fois dans des coins pas possibles, dégueulasses et tout. Et elle est toujours tirée à 4 épingles et tout là-dedans. Et je pense qu'elle met un point d'honneur, justement, à se présenter comme ça, alors qu'elle a dormi 1 heure la nuit. Et elle doit arriver maquillée, déjà super élégante et tout, parce que elle, ça fait partie, en fait, du personnage et du truc complètement inflexible. Et c'est une personnalité hyper forte. Et encore une fois, No Escape, comme tu le disais tout à l'heure, Absolument 2022, c'est pas un blockbuster, mais il faut reconnaître ça au film. C'est-à-dire que c'est un film qui optimise quand même ses moyens. C'est-à-dire que c'est quand même un film, tu as des villages entiers qui ont été construits par un super chef décorateur qui nous a quittés il y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Alan Cameron. Et c'est pareil, si vous êtes sensible à ce genre d'aspect de la fabrication des films, ça vaut le coup quand même, Absolument 2022. C'est-à-dire que, encore une fois, tu as un sacré boulot sur la direction artistique et tout. Il n'est pas d'accord Stéphane, mais au niveau de la facture même du truc et tout, je te parle pas de direction artistique, de choix artistique. Ouais, je te parle de travail et de quantité de boulot et tout. Et puis il y a des batailles rangées tribales avec des mecs, c'est de nuit, c'est des scènes qui coûtent la peau du cul et tout. Mais on va un petit peu pitcher le film. Alors c'est adapté d'un livre. D'un livre que tu as lu du coup. Non, alors moi je l'ai pas lu, mais par contre en fait, si tu veux, je suis surtout allé vérifier quand est-ce qu'il a été écrit, parce que c'est adapté d'un livre d'un Anglais qui s'appelle Richard Hurley, et en gros c'est quand même une bonne pompe de New York 97 à la base, c'est-à-dire que en gros il y a quand même, alors et puis le film commence ouvertement comme ça, c'est-à-dire que tu as le personnage de Ray Liotta qui abat. Alors, on ne sait pas que c'est lui sur le moment, mais on l'apprend très vite après. Il abat son supérieur, parce que c'est un militaire, il abat son supérieur, en fait, pendant un défilé militaire. Il se retrouve, parce qu'on est dans le futur du passé, n'est-ce pas? Puisque voilà, c'est un film qui date de 94, mais qui t'explique que ça se passe en 2022, parce que dans le futur, ça va se passer comme ça, tu vois. Sauf que 2022, c'est dans 2 ans, donc voilà. Ou dans 1 an, je ne sais pas quand est-ce qu'on va publier le... Ça se trouve, ce sera comme Absolument 2022, on sera bien attrapé. Bien emmerdé, mais en fait, ils n'avaient pas prévu le Covid, en fait. C'est ça qui nous là-dedans, quoi. Et en fait, le personnage de Ray Liotta, qui donc passe pour un espèce de héros taciturne et anti-héros taciturne à la Snake Plissken, tu vois, se retrouve en fait dans une prison qui exploite en fait ses prisonniers
pour manufacturer en fait des produits dans le vrai monde, quoi. Il est largué dans une prison qui est sur une île verrouillée, tu vois, comme New York 97. Alors certes, ce n'est pas une île aux États-Unis, mais c'est une île quelque part dans le monde en fait verrouillée. Et en fait, avec une recréation tribale, en fait, si tu veux, de la société, des choses, par la force des choses. Ouais. Donc ça, c'est très très influencé New York 97, très très influencé Carpenter. Le film dérive quand même au bout d'un moment de cette logique-là, parce que ça, c'est vraiment le début, c'est-à-dire que tu as une esthétique même de SF qui se rapproche en fait de ce que Carpenter a essayé de faire. Moi, je trouve qu'au final, le résultat, on tape un peu plus dans Highlander 2 que dans... Tu parles du début, là ? Ouais. Moi, c'est le truc que je préfère dans le film. Ah oui, mais parce que tu as des kiffs de SF 80s, 90s, non ? Tu vois ? C'est aussi ça le truc. Non, quoi. parce que aussi... je rentre un peu dans le détail là du coup aussi. Oui. Est-ce que c'est le moment ? Je sais pas. Mais aussi parce que c'est toujours le moment. Julien. Je trouve que il y a plusieurs trucs. C'est que mais notamment, alors c'est vrai qu'il y a un côté de moi fanboy basique. Parce qu'il y a Forward Production qui avait bossé dessus, qui était une société, je crois, qui avait fermé depuis, mais c'est les frères Skotak qui avaient ça, comme Gallagher, comme James Cameron, c'est des gens qui viennent de l'école Roger Corman d'ailleurs, et qui étaient connus pour faire des maquettes en fait. Ils ont eu un Oscar pour Aliens 2, hein. C'est eux qui avaient fait toutes les maquettes sur la planète, enfin de la ville... de la colonie, c'est eux qui avaient fait l'explosion atomique aussi dans T2, tout ça. Et donc c'est très succinct dans le film, hein. C'est très rapide. Hein. C'est dans Absolum, hein. Ouais, oui, mais il y a quand même des petites maquettes d'eux. En plus, c'est des maquettes qui sont sympas et tout. Est-ce que je fais un point maquette ? Fais un point maquette. Il faudrait faire un point maquette avec un petit jingle de mais on n'a pas les moyens. Alors, malgré le Tipeee, donc vas-y. Allez. Je vous fais un petit point maquette. Non, mais en fait, tu peux le faire, le bruitage à la bouche. Hein. Et alors, point maquette. Voilà. Et le truc, en fait, c'est que si vous regardez, si vous aimez les maquettes et tout, c'est assez sympa parce qu'il y a deux trucs. Il y a un train, par exemple, qui arrive au milieu d'un désert. Et il y a une petite astuce que j'aime beaucoup, c'est que pour accentuer, si tu veux, la profondeur du voyage du train, le train a été fait à 2 échelles. Tu as un tout petit train qui est en fond de cadre, en fait, et qui avance, qui sort du champ. Et t'imagines que, vu la tournure en fait, des rails, il fait un demi-tour hors champ, quoi. Comme ça, il tourne et il arrive en fait en gros plan en fait, à côté de la caméra. Et là, c'est un train qui a une échelle différente. Et le plan... il est sympa, il fonctionne bien. Moi, je pense que ça, c'est un rajout. C'est dynamique. C'est tellement pas dans l'esthétique générale du film. C'était voulu, pourtant, ils l'ont fait en même temps, je crois. Hein. Mais bon, peut-être, je sais pas. Et après, il y a en tout cas, moi, je trouve que ça te détonne complètement avec le reste du film. Oui, mais complètement. Mais je pense que c'est voulu, en fait, de faire un truc, de jouer le contraste, en fait. D'accord. Et moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Parce que même c'est presque en termes de fabrication. C'est même un truc à la 1984, presque, tu vois, tu dirais. Il y a un côté, à la George Orwell là-dedans. Et après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y a un plan quand il arrive donc, dans cette prison, c'est une espèce de tour avec un coucher de soleil derrière. Et c'est pareil, j'aime bien ce plan-là et tout. C'est une petite maquette, elle est vraiment, si vous cherchez bien sur le net, il y a des quelques photos. Et il y a des petits hélicos derrière. Et petite astuce qui est sympa, en fait, c'est que les hélicos, pour pas avoir de câbles dans le champ et tout, en fait, c'est des tout petites maquettes qui sont collées sur une feuille blanche qui était en fond, qui faisait le ciel, tu vois. Et sur cette feuille blanche était projeté le ciel. Ok ? D'accord. Mais la projection en elle-même ne bouge pas. Mais la feuille blanche, ils peuvent la bouger par contre. Et du coup, en bougeant la feuille blanche, tu as l'impression que tu as l'hélico en fait, qui bouge, alors que le ciel ne bouge pas en lui-même. Je ne sais pas si je suis clair. Non, mais t'es clair, mais par contre... Clair, mais super, c'est super oui, comme idée. Mais moi, j'ai en train de te dire, on est en train de faire tout un truc sur 3 minutes au début du film. Mais c'est pas grave, c'est sympa, ça fait partie des petits trucs. Non, parce que franchement, le film, il y a pas grand... En fait, je pense que le seul intérêt qu'on a à faire ce podcast aujourd'hui, c'est justement dans des petits détails comme ça. Parce que le film en lui-même, il est hyper morne. En fait, il est très étrange ce film parce que, en gros, donc il y a déjà cette ouverture qui vraiment détonne avec le reste du film. Mais qui est plutôt, encore une fois, moi que j'aime bien. Par exemple, la scène dont tu as parlé avec le défilé militaire, c'est un plan hyper graphique. Mais qui est très, encore une fois, complètement étrange par rapport au reste du film. Quoi. Ouais, mais il y a une belle promesse. Quoi. Parce que le film en soi, justement, en fait, est beaucoup plus classique dans sa narration derrière. Et l'autre truc, en fait, que j'allais dire, c'est que il y a en fait un espèce de... Le film, en fait, en soi, et je pense qu'il a été déjà pitché et produit pour ces raisons-là, avec ce budget-là, avec ce casting-là, parce qu'il faut aussi préciser les choses, tu vois. Donc le personnage de Ray Liotta se retrouve sur cette île, et son seul but, en fait, c'est de s'évader. Or, personne n'a jamais réussi à s'évader de cette île, donc voilà, c'est assez classique. Et ce personnage-là, en fait, ce budget-là, en fait, si tu veux, et ce casting-là, et cette prod-là,
bah, je pense que ça rentrait dans certains clous. Et l'idée, c'était de faire, on vous vend du Carpenter, du Mad Max, voilà, et c'est de l'exploitation. À une époque où, encore une fois, tu n'avais plus de trucs comme ça, quoi. Et pour cause, parce que c'était un peu passé 80. de mode aussi. Voilà. Si tu suis dans la logique des choses, c'était un peu passé de mode. Et c'est Bah, pour ça ça avait que été je pense surexploité par les Italiens et tout. Voilà. Et du coup, tu te retrouves avec un espèce de film où, comment dire, t'as un casting quand même plus. C'est-à-dire, il faut être honnête par rapport à. Mais ça, c'est un des plaisirs du film. Hein, voilà, de Ray Liotta, c'était son galop d'essai en héros d'action, enfin et ça marche anti-héros bien, d'action. c'est sympa. Ça va. C'est un choix qui vient Après, de Galen Hurd, d'ailleurs, pas du tout pas du tout parti dans cette direction-là. Tu vois. Oui, mais Martin Campbell, je pense qu'il était totalement. C'est un yes man pour le coup, moi je trouve, sur ce film, je pense. Mais moi, j'ai toujours eu tendance à penser que c'était un yes man sur tous les films qu'il a fait. Ça lui ressemble en tout cas, voilà. c'est sûr. Et voilà. Et ensuite, le film en soi, bah, en fait, il est, je trouve, particulièrement. Enfin, il jongle avec les tons, en fait. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est très étrange. C'est-à-dire que, par exemple, un des méchants du film, qui est Stuart Wilson, bah alors là, t'as l'impression que, tu vois, t'es censé, en fait, si tu veux, sans vouloir même le comparer au Bourne Mad Max, tu vois, c'est-à-dire le personnage de Mungus. Quand tu fais la comparaison entre ce personnage-là, tu vois, t'as ce personnage qui se voudrait un peu dans cette lignée-là, tout en étant une espèce de bouffon. Donc du coup, t'as l'impression que c'est bouffon un peu, en plus hyper élégant, tu vois, avec des dents nickel et tout. Il est bizarre, et puis bien brossé des cheveux, tu vois. Il est nul. Et qui fait des blagues tout le temps, et qui est méchant, mais méchant rigolard. Et du coup, t'as l'impression il essaye de faire une espèce de méchant suave au milieu de ce chaos. En fait, je pense que c'était ça l'idée de base. Le truc, c'est que, en fait, en revoyant à la revoyure, déjà, moi, ce personnage me posait un problème la première fois que j'ai vu le film, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est comme si t'avais l'impression de regarder un sketch du SNL où d'un seul coup, on avait demandé à Louis C.K. de faire Humungus ou Immortan Joe, si tu veux. Donc c'est un peu ça, en fait, que ça me donne comme impression, quoi. C'est moins savoureux. Bah, voilà, là, tu me vends plus de rêves. Voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, du coup, ça te détonne et ça donne pas vraiment C'est-à-dire que, en fait, c'est un film qui se veut quand même assez violent, mais qui finalement ne l'est pas plus que ça non plus. Mais c'est ça qui est impressionnant, moi, je trouve, dans ce film. C'est surtout quand tu le revois aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as plus de films comme ça. Enfin, à part sur Netflix, des trucs comme ça. Mais au cinéma, en tout cas, quand les cinémas fonctionnaient encore normalement, t'avais plus de films comme ça qui sortaient. Des films avec pas mal de pognon quand même, mine de rien. Et en même temps, il n'y a pas une seule femme, par exemple, dans le film. C'est des trucs radicaux quand même, ça. Il n'y a pas un seul personnage féminin. Il faut qu'ils acceptent dans les studios, toi, de faire ça. Et puis, tu as quand même des décapitations. Tu as des mecs qui sont... Il y a une flèche qui transperce deux mecs à un moment. Tu as un mec type qui se prend une flèche enflammée dans la gorge. Dans la gorge et tout. Enfin, tu as des trucs quand même, quand on les raconte comme ça, relativement vénères et tout. T'as un mec qui se fait empaler aussi par une espèce de piège là dans la jungle et tout. Et je trouve que le film, il est totalement... comment dire c'est même pas aseptisé malgré tout. Aseptisé, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Mais ça, c'est les années 90. Tu regardes le truc et t'en as absolument rien à foutre. En fait, c'est pas... Il n'y a pas d'effet choc, il n'y a rien. On sortait de l'ultra-violence des années 80 avec des vrais trucs très graphiques, tu vois. Et en gros, si tu veux, on gardait la même énergie, on va dire, si tu veux, de montrer ces morts-là et de les assumer, mais en fait en les aseptisant. Et du coup, il y a pas mal. Moi, je trouve que même dans les grosses productions américaines, pas sans aller jusqu'à ça, c'est de la série B, hein, tu vois, voilà. Et de luxe quand même. De luxe, mais c'est conçu comme de la série B. Même dans des trucs comme Demolition Man, même dans des films comme ça, il y avait beaucoup de violence, mais de la violence aseptisée. C'est-à-dire qu'on coupait la tête je spoil Demolition Man, hein, on explosait la tête de Wesley Snipes, par exemple, en lui gelant le truc, mais bon, c'est effectivement, tu te dis, putain, c'est pas cool de crever comme ça, tu vois, tu te dis, mais en même temps, c'est pas Total Recall, c'est jamais des trucs, en fait, Robocop ou ce genre de points, en fait, hyper viscéral. En fait, il y a une approche, en fait, on regarde ça un peu de loin, c'est aseptisé, et il n'y a plus vraiment la viscéralité, finalement, qui était liée, en fait, à la façon dont c'était traité frontalement, en fait, dans les années 80, quoi. Alors, dans des bons ou dans des mauvais films, c'est même pas une question de qualité, pour le coup, c'est vraiment une question d'effet choc. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le truc aussi, c'est que je pense que ça vient de Martin Campbell aussi. C'est-à-dire que le truc, c'est que le truc, c'est que finalement, c'est peut-être là, on va pas se faire vraiment beaucoup de copains, quoi. Mais bon, c'est vraiment. Tu vas voir qu'il y a encore des gens qui vont nous dire, mais comment vous pouvez, comment est-ce que vous pouvez chier sur Absolument 22, enfin. Ouais, c'est clair. Mais non, mais je trouve que c'est un mec qui fait du boulot propre, quoi. Tu vois, je pense. Je sais pas, par exemple sur l'utilisation de ces mouvements de grue, moi, je trouve à Martin Campbell, bah, ils sont toujours là à peu près où tu peux les attendre, et puis ils sont bien raccordés, et puis ils sont bien cadrés et tout, mais
c'est pas plus dynamique. Il y a rien qui dépasse en fait, je trouve, chez ce mec-là. Et ça, moi, c'est l'impression qu'il m'a toujours donné, hein, moi, de GoldenEye au Masque de Zorro, même si c'est meilleur. Par exemple, moi, quand même, le Masque de Zorro, c'est pas un film que j'adore et tout, mais c'est quand même vraiment meilleur que Absolum 2022, je trouve. Mais moi, je vais même aller plus loin, en fait. Je trouve qu'Absolum 2022, même si j'aime pas beaucoup le film, en vrai, voilà, c'est dit. Hein, voilà, jugez-moi. Tu vois, je le préfère largement à GoldenEye ou à Casino Royale, par exemple. Ah ouais. Ah, moi, c'est des films que j'exècre vraiment, en fait. Mais en tout cas, ouais, je trouve que tout est un peu, je sais pas, tout est bien poli. Bonjour madame, je vous décapite, une petite décapitation, puis là, il t'emballe ça bien. Alors, et tout. Bonjour madame, non, parce qu'il n'y a pas de madame. Pas de madame, non, mais et alors il y a un autre truc qui m'a étonné dans le film. Tu vois, j'y pense là. Putain, je sais pas si je devrais aborder ce sujet-là dans Capture, mais il y a quand même ce truc, cet humour sur le personnage homo là, le gros là qui est homo, qui est hyper efféminé et tout. Et c'est pareil, je me suis dit, putain, c'est incroyable, tu ferais plus jamais un personnage comme ça aujourd'hui. Tu t'es endormi à ce moment-là. Non, mais tu parles de qui, là? Dans Absolum 2022. Il y a un personnage homo? Bah, il y a un personnage qui est hyper efféminé, là, le gros, là, que son espèce de plumeau, là, chez les gentils. Ah, mais le traître? Ouais, bah, il est hyper... voilà, bah, tu ferais plus un personnage là. Comme ça, ouais. C'est le traître. Putain, je me rappelle plus du film déjà. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas ouvertement quelqu'un qui est homosexuel. Non. Et c'est pas ouvertement, mais il est hyper efféminé. Oui, mais il est efféminé comme le personnage de Associé de Bob dans comment ça s'appelle dans Demolition Man, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça c'est toi, c'est ton homophobie latente qui. Non, c'est pas ça. C'est que je suis étonné que justement dans un film aussi lisse, parce que pour moi, si ça passe. Admettons qu'il y ait peut-être un rapport un peu de bromance ou voilà, ça serait tout dans le film, ça serait plus avec le personnage de Kevin Dillon, hein. Ouais. Mais qui en plus, parce que en fait, là c'est presque de la malhonnêteté de dire ça, parce que en vrai, ce personnage-là, il est censé représenter la pureté qu'a perdu le personnage de Ray Liotta, c'est-à-dire le fait qu'il soit incapable de tuer, le fait qu'il soit incapable de partir dans ces trucs-là, tu vois. Donc c'est même pas voilà, mais c'est juste que oui, enfin je sais pas, tu vois. Moi j'ai l'impression que le film il se pose quasiment pas ces genres de questions, il s'en fout, il le traite pas. Alors qu'il pourrait clairement le traiter et ça pourrait carrément donner quelque chose d'intéressant justement dans cette recréation de la société, tu vois. Ouais, non, mais effectivement totalement masculine. Mais c'est juste que justement encore une fois il se pose pas la question et que malgré tout il y a ce personnage-là qui est clairement un ressort comique, voire un ressort dramatique négatif, tu vois, sur qui le fout et. Mais de toute façon pour moi c'est à mettre dans les problématiques de ton. Il y a une homophobie latente, enfin qui se pose même pas la question quoi. C'est juste là où ça me pose problème quoi. Tu vois, si elle était assumée, si c'était rigolo et tout, ce sera une autre question. Mais là c'est juste que ça fait partie du décor, voilà. Ouais. Et moi du coup ça m'a gêné quoi. Enfin je me suis dit, putain c'est vrai qu'à cette époque-là dans le cinéma d'action il y avait beaucoup de blagues homophobes. C'est-à-dire mais surtout par exemple dans les buddy movies ou dans ce genre de choses. Moi je me rappelle de L'Arme Fatale 3, c'était blindé de blagues homophobes. Et tu te disais ah bon d'accord. Alors qu'en fait les deux premiers font même pas ça, tu vois. Mais oui, enfin après moi je pense qu'en fait il y a cette problématique aussi dans le film quand je disais de problématique de ton et problématique de casting. C'est un bon casting. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression que les acteurs ne sont pas forcément à leur place. C'est-à-dire, je vais prendre cet exemple de Lance Henriksen, qui est un acteur que j'adore, tu vois, qui est vraiment un super acteur, et qui d'un seul coup joue quelqu'un qui est une espèce de sage, c'est Yoda. Voilà, quoi. C'est ça. Et en fait, ça marche pas vraiment parce que lui, il est bien, il est sympa dans le film, c'est cool de le voir. C'est toujours agréable d'avoir Lance Henriksen dans un film, tu vois. Mais en fait, t'as envie de dire, mais en fait, il a une intensité, tu vois. Je comprends qu'ils prennent Ray Liotta pour ce personnage-là, par exemple, si tu veux. Mais Lance Henriksen, je le comprends beaucoup moins parce que, en fait, non seulement il n'a pas cette aura de sage, en fait, si tu veux, de manière générale, dans sa carrière, mais en plus, il a une intensité pour moi qui, en fait, si tu veux, le sort un peu de là, quoi. Tu vois, y compris dans la façon dont il y a certains jeux sur comment gérer, par exemple, si tu veux, les règles de la société qu'ils ont imposées. C'est-à-dire qu'il y a ce type qui s'est endormi 2 fois à son poste, ils le bannissent, tu vois, avec une mort certaine, tu vois, et d'un seul coup, en gros, si tu veux, Ray Liotta questionne le personnage de Lance Henriksen et ses règles, tu vois, et Lance Henriksen, il le joue en fait d'une manière où, en gros, si tu veux, c'est même pas seulement, il a une radicalité dans la façon de le faire, si tu veux, qui est étonnante en fait, qui joue avec le comment dire, l'aspect sage qui est censé être dans le personnage, tu vois. Alors après, moi je dis ça, voilà, les gens vont me dire oui, mais attention, subtilité machin, mais en fait, le problème c'est qu'on parle de ça dans un film qui ne l'est pas justement, qui est pas vraiment du tout subtil, non, c'est clair. Donc c'est là où ça devient un peu étonnant. Il y a aussi un autre truc en fait en termes de mise en scène, c'est que
Il y a pas mal de scènes de jungle. Alors, effectivement, on en parlait au début, le tournage en Australie, ça apporte un vrai plus, en fait, qui n'était pas forcément évident à cette époque-là. Ouais, moi, je me souviens qu'à l'époque, surtout, c'était des paysages que tu ne voyais pas du tout dans le cinéma américain. Et donc, tu as des très beaux plans larges et tout ça, etc. Et à côté de ça, en fait, tu as une mise en scène, on va dire, dans la jungle, de furtivité, de choses comme ça, qui, alors, pour moi, fonctionne beaucoup moins bien, quoi. C'est-à-dire que en gros c'est pas Predator. Non mais pour moi ça fonctionne avec Martin Campbell, c'est-à-dire que c'est aussi un réalisateur qui ne prend aucun risque. Et j'ai un exemple très spécifique là-dessus qui est lié justement aux scènes de jungle, c'est qu'il y a comme on est sur stéroïdes, et moi j'aime bien parler des cascadeurs et tout, mais il y a un gars qui s'appelle Kenny Bates en fait, qui a fait enfin, il n'a pas fait ses débuts, ça faisait un moment qu'il tournait et tout, mais c'est un mec qui est hyper important en fait dans la cascade, puisque tu sais très bien qu'il travaille avec Michael Bay, enfin, c'est son réalisateur de seconde équipe et tout. Enfin bon, bref. Tu me fais comme si je savais des choses sur le cinéma. Non, mais c'est un mec qui est vachement intéressant parce qu'il a une vision en fait. Et en fait, le truc, c'est qu'il a apporté un truc, par exemple, dans Absolument 2022, c'est pareil, dans la cascade, dans le domaine de la cascade, tu le voyais pas beaucoup. Il y a un truc sur l'utilisation des décélérateurs en fait pour les chutes. Oui. C'est-à-dire qu'avant, grosso merdo, quand tu faisais une chute, dans L'Arme Fatale 2, je crois, c'est celui-là dans la chute dans la piscine. Non, alors dans la piscine, oui, c'est dans le 2. Dans la piscine, voilà. Enfin bref, quand tu faisais une chute, tu faisais une chute. Je pensais que tu pensais à la scène du suicide dans... Oui, c'est la même chose, en fait. Ou je sais pas, moi, Darkman, par exemple, dans la chute, tu faisais une chute. Tu sautais à travers une vitre en sucre ou des trucs comme ça, avec le verre qui était fait en sucre, puis tu tombais dans les cartons qui étaient scotchés et tout. Et à partir d'Absolument 2022, alors, je peux pas vous assurer que c'est le premier film qui a utilisé ça, mais en tout cas, c'est un des premiers films qui était notable là-dessus. Ils ont utilisé un décélérateur, c'est-à-dire que le cascadeur, il a un harnais, il est relié à un câble et il tombe. Il tombe à chute libre, sauf que le câble est relié lui-même à un moteur qui est relié à un ordinateur qui va freiner en fait juste avant la chute fatale, qui va freiner le mec avec suffisamment de mou et de latence pour pas qu'il se fasse mal, évidemment, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant de ces chutes-là, alors ça se sent un peu d'ailleurs dans Absolument 2022, parce que tu sens que le mec il est câblé en fait, tu sens que dans sa position ça marche pas trop. C'est-à-dire que c'était le début, pour faire une grosse distinction pour un film qui est sorti l'année d'avant, une grosse chute assez publicisée à l'époque, c'était dans Le Fugitif par exemple, et là c'est clairement un mannequin en fait. Il y a vraiment, parce que vu la chute que c'est, voilà. Non mais vu la chute que c'est aussi, c'est quand même hyper compliqué d'envoyer un gars dans le décor avec ça, quoi. Mais avec le décélérateur, voilà. Ils auraient pu. Ceci étant dit, c'est une scène qui renvoie aussi à Predator dans Absolument 2022, et pour le coup là c'était une vraie chute, il me semble. Oui, bien sûr, évidemment. Et ça se sent, tu vois, pour le coup c'est vraiment... Et le truc en fait qui est... donc ça, il y avait ce truc là qui était qui est intéressant, parce que si tu veux, tu n'as plus le même rapport au filmage qu'auparavant, et là d'autant moins, et ça c'est une idée apparemment de Kenny Bates, ils avaient foutu aussi un décélérateur pour le cadreur caméra. Ah oui. Donc c'est-à-dire que la caméra suivait le mec en même temps qu'il chutait en fait dans le truc. C'est vachement intéressant. T'imagines le plan de fou que ça donne. Et la scène en soi est plutôt pas mal. Moi, je me souvenais de ça en fait, si tu veux, quand j'ai vu le truc, j'ai revu le film, j'ai relu les articles en fait que j'avais lu à l'époque sur le machin comme ça, et je me suis dit mais putain, mais le plan il est si impressionnant que ça en fait, la caméra et tout, et en fait il est dans le film, mais il est complètement saucissonné, il est complètement charcuté. Bien sûr. Bah oui, mais et t'as l'impression qu'en fait c'est là où moi j'ai un problème avec Campbell, c'est que t'as l'impression qu'il en a un peu honte en fait de ce plan. C'est-à-dire que je pense qu'il l'aurait laissé in extenso. Lui, sa réflexion, enfin c'est comme ça moi que je l'appréhende, c'est de se dire, j'ai un plan qui va tellement sortir du lot à l'intérieur du truc, comment je raccroche les wagons en fait derrière. C'est comme si ma mise en scène, le truc avec Martin Campbell, que j'arrive pas à m'ôter de l'esprit, c'est que ça fait partie de ces réalisateurs, ces vrais réalisateurs hollywoodiens qui se disent, une bonne mise en scène, ça ne se voit pas. Tu ne sens pas le mouvement de caméra, tu ne sens pas le truc et tout. Qui est pour moi une théorie extrêmement discutable à plein de niveaux. C'est-à-dire que moi, je pense que dans À toute épreuve, le côté hyper jouissif du plan séquence, c'est parce que tu sens que c'est un putain de plan séquence, et que tu sens que tu vis le truc en même temps, et que tu sens qu'il y a une maestria de la caméra en même temps que la maestria de la chorégraphie, de la baston et tout. Et pareil chez McTee, tu vois, je pense que le fait que tu sentes que la caméra bouge avec ce dynamisme-là, et que tu es ce raccord-là, même indirectement, fait que toi-même, spectateur, tu participes à la dynamique de l'action et tout.
Et là, dans Absolument 2022, je trouve que ça fait partie des moments où il loupe le coche. C'est-à-dire que tu as ce mouvement de grue qui est sympa quand il arrive au bord du précipice, et puis tu as le mouvement de grue qui dépasse la doublure, parce que c'est pareil, Lota qui tourne à ce moment-là, mais c'est son personnage, et qui te fait vivre, qui te fait sentir la profondeur en fait de la chute potentielle, par exemple. Mais il va pas assez jusqu'au bout, notamment sur ce truc de la chute. Mais c'est pour ça qu'il est parfait pour, il est parfait pour faire des James Bond, tu vois, Bah, quelque part, parce que c'est tout le problème. C'est-à-dire que le truc, c'est que après ça, c'est tout le problème d'Absolution 2022. Ce dont tu parles en fait, par rapport à à l'absence de visibilité de la mise en scène, on va dire, tu vois, c'est un courant de pensée à Hollywood dans le cinéma d'action. Ça a toujours été comme ça. Voilà, c'est depuis l'âge d'or hollywoodien. Mais le problème, en fait, c'est que c'est un courant de pensée dans lesquels tu peux englober finalement tout et n'importe quoi en prétextant que c'est le cas. C'est-à-dire que par exemple tu peux englober là-dedans French Connection si tu veux, sauf qu'en fait c'est pas vrai. Tu vois, sauf qu'à l'époque les gens ils le sentaient que c'était pas. Tu peux englober par exemple Massacre à la tronçonneuse, où les gens ont encore une espèce de persuasion que c'est un film documentaire, alors qu'en fait le film est ultra stylisé. Donc en fait il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que les films documentaires, justement, tu sens la mise en scène et tu sens qu'il y a quelqu'un qui est présent sur la tournage. Je pense que la mise en scène invisible, elle est au contraire avec un travelling qui est hyper léché. La réelle problématique. Pas de problème de points et tout. La réelle problématique de ces mises en scène là, en vrai, c'est que ça a tendance à tout aplanir. Bah voilà. Et voilà. Et du coup, on revient sur notre truc des décapitations bien emballées, voilà, et de la flèche dans la bouche qui te fait ni chaud ni froid. Quoi. Voilà. Ce qui donc en fait voilà. Donc en plus un film, moi je trouve assez long finalement pour ce que c'est. Ça dure presque 2 heures, hein, tu vois. Avec, je trouve, des tonalités. C'est-à-dire que par exemple, il y a comment il s'appelle ce personnage de gardien de prison là, qui est qui est interprété par Michael Lerner. Il a même pas de nom, tu vois. Apparemment, je suis en train de regarder sur IMDb, c'est le gardien, tu vois. C'est un personnage qui est là au début, il leur sert à la fin, et en fait, au milieu, il est dans sa comment t'appelles ça, dans sa grotte, en train de regarder, tu vois, les choses, quoi. Donc, fondamentalement, c'est pas, c'est un peu un problème de narration aussi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que en gros, tu te retrouves en fait, tu te poses pas ces genres de questions parce que justement, la mise en scène aplanit totalement ce genre de logique. Tu parlais aussi du production design, tu vois. Ouais. Mais avec, pour moi, justement, cette problématique-là, c'est que en fait, ce production design-là, le résultat au final, il est quand même beaucoup dans l'air du temps. C'est-à-dire que pour moi, il préfigure avec un an d'avance. Je vais te faire de la peine, Julien. Waterworld. Ah ouais, mais ça, c'est pas pareil. Moi, je pense que justement, moi, j'espère qu'un jour tu me laisseras faire un story sur Waterworld, mais je pense, et je veux pas épiloguer du coup sur Waterworld, mais je pense que justement dans Waterworld, t'as et une appréhension de la mise en scène et une volonté d'ajouter un grain de folie dans le film mais que tu n'as absolument pas jamais dans Absolument 2022. Et je pense aussi que tu as une cohérence dans la direction artistique et aussi une certaine forme de radicalité que tu n'as pas non plus dans Absolument 2022. Par exemple, ça c'est discutable, mais par contre moi j'en maintiens vraiment en fait sur la façon dont les mecs en fait ils gèrent justement les recréations. On va faire Waterworld, on fera la bagarre avec Steph. Oui, parce que alors, moi j'aime pas du tout Waterworld. Et c'était une énorme déception à l'époque. Alors que très belle surprise. Alors que j'aime beaucoup certains films de Kevin Reynolds, par ailleurs. Mais revenons sur Absolument 2022. On en a marre, putain, on en a trop parlé. Non, justement, en fait, ce point spécifique, en fait, parce que t'en as parlé au début du production design, de la façon de gérer, en fait, si tu veux, les tribus et de recréer les sociétés tribales. Si tu veux, il y a quand même une problématique. Alors, certes, on est en 2022 dans le film, certes, c'est dans le futur, etc., etc. Mais enfin, a-t-on vraiment besoin d'avoir des mecs avec des petits soupules là alors tu sais que ça c'est un autre truc. Je parlais d'homophobie latente en couleur praline. Alors justement, il y a un autre truc aussi. Je trouve que ça c'est lié à l'homophobie. Et totalement, parce que en fait, en regardant, mais pas directement dans le film, hein, mais justement en me renseignant et en préparant l'émission, parce que moi je prépare l'émission, monsieur, je me suis rendu compte qu'Alan Cameron et la nana qui a fait les costumes, dont le nom m'échappe, pour eux, cette peuplade-là dont tu parles là, avec les soupules et tout, ils sont aussi maquillés comme des femmes. Certains ont des plastrons avec des seins qui sont reproduits, et pour eux, en fait, c'était plus ou moins une espèce de communauté techno-efféminée en fait à l'intérieur du truc. Sauf que c'est pas traité. Bah non. C'est pas assumé, et du coup, t'as une espèce de truc qui est latent, qui est plutôt là, qui est fondamentalement, qui est aussi utilisé comme une espèce de. C'est là où le côté homo l'imagerie homo me gêne, c'est que c'est un expédient, une facilité, soit pour rigoler l'homosexualité dans ces films-là, soit pour te dire ils sont négatifs. Mais les costumes, en fait, c'est Norma Morisseau
qui est la costume designer de Mad Max. Hein. Oui, ah oui, bah ouais. Ouais. Sauf que bon, le truc, c'est que si tu veux, je pense pas que ça soit une question d'homophobie latente, justement. C'est-à-dire que dans Mad Max, pour le coup, si tu veux, c'était totalement assumé, totalement traité. Ça, c'est parce que c'est un groupuscule à l'intérieur du truc et que c'est pas assumé, que c'est pas machin. C'est elle qui a fait venir le truc. Il y a, en fait, si tu veux, dans les costumes, elle a pas cette approche-là à la base. Voilà. Ouais, c'est ça, d'accord. Oui, parce que ça me paraîtrait quand même bizarre par rapport à quand tu vois la façon dont c'est traité dans Mad Max, justement, et la façon dont c'est traité dans le film. Mais là, après, c'est une question de traitement, quoi. Donc voilà, donc Absolum 2022, finalement, on en parle, on avait des choses à dire, mais c'était quand même un peu un coup pour rien, quoi. Il faut être honnête. Pour dire la vérité, même aux gens, on a failli ne pas maintenir le podcast une fois qu'on a revu le film. Quoi. Mais comme vous le voyez, comme je l'espère, ça a été le cas, on a quand même raconté quelques trucs autour de ça. Voilà. Mais vous avez vu, j'ai gratté, hein, putain. J'ai cherché Kenny Bates, tout ça. Aujourd'hui, le film est quand même relativement invisible si on n'est pas équipé. Enfin bon, tout le monde est équipé en DVD, j'ai envie de dire, mais en fait, si c'est vraiment sur le DVD. Il y a eu un Blu-ray, non Non, je crois que c'est un Blu-ray allemand. Ah, c'est allemand. Et voilà. Et, les fameux Blu-ray allemands. Voilà, les Blu-ray allemands, parce qu'en Allemagne, c'est un grand hit, comme David Hasselhoff, quoi. Tu vois, voilà. Et en fait. Vous pouvez vous mais en il est même passer. pas. Mais c'est surtout qu'il est même pas visible sur comment dire, sur les plateformes de streaming. Pardon, franchement, c'est un film. Ça a beau avoir été le seul film de science-fiction de l'année de sa sortie en vidéo, c'est quand même un film qui a été complètement oublié et tout, quoi. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de. En fait, si tu veux, même si le réalisateur a fait quelques films d'action, on va dire derrière. Ouais, mais même lui, enfin, je veux dire, Martin Campbell, il a eu sa vague de fans. Jusqu'à Casino Royale, j'ai envie de dire, et puis après, ça y est, ça a redégringolé, je veux dire. Green Lantern. Le Foreigner, là, le truc qu'il avait fait avec Jackie Chan et tout. Pas vu ça, laisse tomber, quoi. Moi, je l'ai vu. Green Lantern. Green Lantern aussi. Green Lantern, Green Lantern, bon, non, mais c'est nul, mais c'est un film qui reste parce que l'autre, il se fout de la gueule tout. de son propre film, quoi. Comment il s'appelle, Ryan Reynolds. Mais c'est pareil, hein, moi, je trouve que Green Lantern, et c'est là où on revient sur le pouvoir d'aplanissement, en fait, de Martin Campbell. Tout le monde s'est foutu de la gueule de Green Lantern en disant, ouais, machin, c'est ridicule et tout, mais moi, je trouve que c'est même pas ridicule. C'est pas un film qui me fait rire, par exemple, Green Lantern, parce que justement il a cette faculté, Martin Campbell, à tout rendre insipide, et que finalement, même si t'as des mecs qui font des duels où à un moment il y en a un qui fait apparaître un minigun et puis t'as des aliens pas possibles dans les designs et tout est plat, tout est morne. Parce que c'est pas filmé comme ce que ça devrait être filmé, c'est-à-dire du cartoon et de l'humour, tu vois, pour montrer le côté délirant, quoi. Nul, ce mec. Voilà, c'est là-dessus. Moi j'ai envie de finir là-dessus. Rafik, si tu nous entends. Mais non, mais il faudrait que tu fasses un masque de Zorro. C'est quand même mieux les Zorro et tout. T'as James Horner, c'est sympa. Il paraît que le deuxième, moi j'ai pas vu le deuxième Zorro, mais il paraît que ça c'est très problématique par contre. Merci Julien. Mais merci. Merci Alain, merci à la technique. Merci Alain. Voilà. Merci aux auditeurs, merci aux tipeurs pour nous soutenir. Toujours la même adresse, tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Vous pouvez nous écouter sur les endroits où on écoute des podcasts, finalement, en France. Voilà, donc Deezer, Spotify. SoundCloud. On est aussi sur YouTube, on est sur SoundCloud, on a un petit compte. Apple Podcast, Google Podcast. Je suis sûr qu'Alain il va nous en rajouter des pelletés à chaque fois parce qu'il aime bien m'emmerder à rajouter des titres. Capture est sur Instagram. Moi aussi, mais j'ai toujours pas compris comment fonctionne Instagram. Je vais en faire qu'on m'explique quand même. Tu vas faire ta première story sur Instagram, je vais t'aider. Tu vas mettre ton chat comme moi. Moi, je mets souvent des stories de mon chat. J'ai vu ça, je me suis dit, ça fait pas très stéroïde quand même ça. C'est pas grave, c'est mon chat, je l'aime, j'assume mon côté sensible. Tu vois. Voilà, et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre film. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sera une surprise.